L'État du Montana, 2 habitants au kilomètre carré. Un territoire immense, une nature sauvage et des hivers rudes, très rudes. Au Montana, tout est grand, plus grand que n'importe où ailleurs. Ici, tu réalises qu'en fait, tu n'es rien. Ici, c'est blanc ou noir. Si tu es dans la montagne et que tu fais quelque chose de stupide, tu en paieras le prix. Ça pourrait être ta vie. C'est la trace d'un mâle. Tu sais jamais quelle épaisseur de neige tu vas avoir, mais tu dois quand même aller nourrir les bêtes, sinon elles n'auront que la neige à manger. Chasseurs, trappeurs, fermiers, ils sont rustiques, sans concession. Ils sont les descendants des premiers pionniers de la conquête de l'Ouest. Je peux relever le défi. Je ne l'ai jamais conquis, mais je suis mieux préparé chaque année. Tu dois savoir faire un peu tout et n'importe quoi pour survivre. Pour eux, pas le choix. Quelles que soient les conditions, la vie doit continuer. Et pour survivre, ils ont appris à tout affronter. Pour survivre dans la forêt, c'est dans ta tête. Ton corps peut supporter beaucoup plus que tu crois. Comme disait le vieil homme de la montagne avec un petit sourire au coin des lèvres, tu triches pas avec la montagne, mais tu peux quand même vivre avec. C'est un jeune puma. Wow, ça, c'est un gros troupeau. Waouh! Aussi doux qu'une couche de bébé. Ce sont des petits pièges très puissants. Tu veux le voir? Wouhou! Et c'est parti! C'est comme ça que ça se passe ici, on dirait. Le Montana n'est pas seulement un territoire sauvage où les animaux règnent en maître. C'est aussi une terre d'élevage. Vaches, bisons, moutons, chèvres. Partout autour de l'État, on trouve des immenses ranchs où les descendants des premiers pionniers exploitent la terre et le bétail. C'est à l'est du Montana, tout près du petit village de Moult, que se trouve le ranch de la famille Hollenbeck, où vivent Henry, Sarah, leur fils Rhett et leurs 5000 moutons. Les moutons de leur troupeau sont réputés pour la qualité de leur laine ou de leur viande. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle la famille est connue dans tout l'État. Le rodéo. Car chez les Hollenbeck, on est champion de rodéo de père en fils. C'est clair qu'on est une famille de rodéo. Mon grand-père en faisait, mon père et ma mère aussi. Et maintenant, je respecte la tradition et je fais du rodéo. Et j'espère bien que mon fils Rhett en fera aussi. Henry concourt dans 2 spécialités. La première, le tie-down roping. Le but, attraper un veau au lasso et le retourner pour lui ficeler 3 de ses pattes. La seconde, le steer wrestling. Une épreuve qui consiste à s'emparer à main nue d'un bouvillon de plus de 200 kg et d'arriver à lui mettre les 4 pattes en l'air. Le tout, le plus rapidement possible. Henry a déjà été plusieurs fois sacré champion du Montana. Et il est allé défendre les couleurs de l'État dans la grande finale qui oppose chaque année les meilleurs champions de tous les États-Unis. Il fait partie des compétiteurs les plus respectés et surtout de ceux qui ont le plus d'expérience. J'ai commencé le lasso vers 5-6 ans. Et j'ai appris à le manier depuis un cheval à 7 ou 8 ans. Mais je me suis mis à la compète qu'à partir de 11 ans. Faut dire qu'à 5 ans, j'étais déjà un cow-boy. Mon père scellait mon cheval et je le suivais partout.
C'est normal de devenir cow-boy ou de faire du rodéo, parce que dès qu'il y avait quoi que ce soit avec les animaux, mon père les attrapait au lasso, alors forcément, tu t'habitues. Mais pour les Hollenbeck, le rodéo est bien plus qu'un sport. Réussir dans cette compétition est aussi bon pour le business. Le rodéo, c'est super important pour notre famille. C'est relié à tout ce qu'on fait. On voyage dans tout le Montana pour acheter et vendre des bêtes, et on va dans plein de villes qui organisent leur rodéo. Et quand on arrive chez eux, c'est genre « Hey, bienvenue chez moi !» C'est pas tant une question d'argent, ni de récompense. C'est vraiment une petite communauté dans laquelle on s'investit. Aujourd'hui est un jour spécial pour Henry. Il se prépare pour la dernière manche de la saison qui aura lieu à Great Falls, une ville située à plus de 400 km de chez les Hollenbeck. Cette compétition sera décisive pour savoir si Henry va conserver son titre de champion. Je vais là-bas pour gagner le plus d'argent possible, mais surtout pour mes 2 titres de champion. Je me suis bien débrouillé toute la saison, mais là, c'est la finale. L'été s'est bien passé, mais c'est pas fini. Et à la fin de ce rodéo, la saison sera terminée, alors j'espère bien finir premier. J'essaye de donner un maximum de vitesse à mon lasso. Tu l'entends là? Quand je le lance, il fait un beau sifflement. À première vue, Henry est prêt à en découdre avec ses concurrents. Mais il n'est pas le seul à devoir être en parfaite condition. Car si Henry est un grand champion, c'est aussi parce qu'il a à ses côtés de précieux alliés, ses chevaux. De l'autre côté de l'État, dans la Big Hole Valley, la neige est tombée sans discontinuer pendant 2 semaines. Très profonde et très épaisse, la couche de neige bloquerait n'importe quel véhicule qui n'est pas équipé de chenilles. Et comme Scott et Suzy vivent loin de tout, au milieu de la forêt, ils doivent pouvoir, en cas d'urgence, rejoindre le village situé à une vingtaine de kilomètres de chez eux, même dans les pires conditions. Quand on a décidé de vivre ici, le problème numéro 1, c'était les moyens de transport. On n'avait que 2 motoneiges. On est resté coincé plein de fois. Ensuite, on a acheté un pick-up avec des chenilles. Et on se retrouvait tout le temps planté dans la neige, sur la route qu'on essayait justement de déneiger. Et il nous fallait bien 8 heures pour le dégager. Alors Scott et Suzy ont investi. À présent, ils ont le véhicule qui peut les sauver des situations les plus extrêmes, le Snowcat. Le Snowcat déneige une piste de 3 mètres de large. Si tu repasses 2 fois, tu peux ouvrir un chemin de presque 5 mètres de large. Et tu l'entretiens après chaque tempête de neige. Comme ça, tu as une base solide pour faire passer tes autres véhicules. Ça nous garantit de pouvoir sortir de chez nous à tout moment. En général, j'entretiens la piste seulement quand je sais que je vais descendre de la montagne, toutes les 2 ou 3 semaines. Il y a des hivers, tu le fais que 6 fois. Cette année, j'ai dû le faire 12 fois. Et quand Scott passe la journée dans son Snowcat, le Mountain Man se transforme soudainement en vrai fan de rock. Le Snowcat, c'est une machine plutôt bruyante. C'est mon gros joujou. Et quand je le conduis, il me faut une musique de grand garçon. Alors le hard rock, ça me donne l'impression que pendant quelques minutes, je suis le roi de la montagne. Suzy, elle, possède son propre quad. Elle peut ainsi se rendre au village quand elle en a besoin. Mais aujourd'hui, elle est bloquée à la maison. Elle a cassé une pièce maîtresse du quad en voulant le rentrer au garage. La barre de lumière qui est accrochée sur le toit du véhicule. Quand t'es rentré avec le quad, t'es descendu après ce petit tas de neige.
Ouais. Et t'as tapé à ce niveau-là. Oui, et c'est encore plus bas de ce côté-là. Ouais, il va falloir creuser pour enlever la neige. Mais dans la Big Hole Valley, partir en quad en plein hiver sans éclairage n'est certainement pas une option envisageable. Si tu rentres sans lumière quand il neige, tu peux pas voir ce qu'il y a devant toi. Tu vois rien en fait. Donc tu ne peux pas te préparer au virage, ou au trou, ou à n'importe quel changement sur le chemin. Tu peux facilement te planter. Et Suzy pourrait se retrouver coincée rien qu'en s'éloignant un tout petit peu du chemin. Et s'il fait moins 20 ou moins 30, elle pourrait avoir des problèmes pour rentrer à la maison. Elle se retrouverait dans une situation de vie ou de mort. Je vais chercher un marteau. Scott va partir pendant 2 semaines. Et je vais être toute seule ici. Et c'est mon seul moyen de transport. Je peux pas démarrer les motoneiges, c'est trop compliqué. Et conduire le camion à chenilles, ça demande beaucoup trop d'entraînement. J'ai vraiment besoin de mon quad. Pas le choix pour Scott et Suzy. Malgré la neige qui tombe à gros flocons, il va falloir réparer. Pendant ce temps, tout près du petit village de Wilsall, c'est l'effervescence au ranch de la famille Harson. 2500 hectares de terre où vivent plus de 500 vaches. Lui, c'est Ron Harson, le patriarche de la famille. Ses arrière-grands-parents étaient norvégiens et sont arrivés au Montana lors de la ruée vers l'or au 19e siècle. Depuis, les Harson sont des ranchers de génération en génération. On a toujours vécu ici, c'est notre maison. C'est pas tous les jours facile et c'est sûr que c'est beaucoup de boulot. Et il faut bien le faire. Ron gère la propriété avec son épouse Kyle, leur fille Hailey et son mari James. Chez les Harson, le ranch, c'est une histoire de famille. Rancher, c'est pas un métier. Oui, c'est un business, mais c'est bien plus que ça. C'est un état d'esprit. Une façon de vivre. Entre les membres de la famille, chacun a sa personnalité et surtout sa façon bien à lui d'intervenir dans les affaires du ranch. James, c'est celui que tu vas voir quand t'as un problème. Il peut réparer n'importe quoi. C'est le mec tranquille qui peut sauver n'importe qui. Mon père travaille dur, même à son âge. Il s'occupe des tâches quotidiennes. On doit nourrir les vaches tous les jours. Mon père nourrit les vaches tous les jours. Ma mère, c'est le cerveau. C'est elle qui prend les décisions. Elle n'est pas du genre à laisser ses émotions prendre le dessus. Elle fait tous les comptes. Et moi, je fais un peu comme elle. Je passe mon temps à dire à James et à mon père ce qu'ils doivent faire, et ils n'aiment pas toujours ça. Ce matin, c'est le jour des vaccinations pour les vaches qui donneront naissance à un veau à la fin de l'hiver. Alors, toute la famille est mobilisée pour les amener au corral. Même les 2 fils de James et Hailey, âgés de 9 et 6 ans, sont là pour donner un coup de main. Pour les Harson, cette journée est peut-être l'une des plus importantes de l'hiver, car une femelle non vaccinée pourrait attraper une maladie et la transmettre à son veau. C'est Hailey qui s'occupe de préparer les vaccins. Et toutes les vaches doivent y passer. Il faut s'y prendre 8 à 10 semaines avant que les vaches accouchent. Elles suivent le tracteur ou le pick-up avec la botte de foin et on les rabat vers l'entrée. On peut vacciner jusqu'à 6 vaches à la fois. Je m'occupe de la dernière. Peut-être. Peut-être pas. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Le vaccin protège contre 4 maladies.
Elles causent toutes des diarrhées chez les veaux. Il y a un risque de déshydratation énorme. Si on les vaccine pas et qu'elles commencent à avoir la diarrhée, elles peuvent mourir en 24 heures. On injecte le vaccin à la mère. Comme ça passe dans le lait maternel dès la première tétée. Et les veaux récupèrent les anticorps et risquent moins d'être malades. On croise les doigts. Les premières vaccinations se sont déroulées sans encombre. Mais pour la famille Harson, la journée est loin d'être terminée. Il reste encore plus de 450 femelles à vacciner. Pendant ce temps, à Canyon Mountain, Nathaniel Browning continue à préparer sa prochaine saison de chasse. Il est parti en montagne pour repérer un secteur dans lequel un troupeau de cerfs s'est peut-être aventuré. L'un des animaux du troupeau pourrait bien constituer une future proie pour le chasseur. Il y a des traces de cerfs là. Pour être un bon chasseur, il faut connaître toutes les habitudes de ton gibier. Il faut avoir un lien avec lui. Mieux tu connais les animaux, plus tu réussiras à chasser de manière responsable et harmonieuse. C'est du cerf. C'est tout frais. Ça a fait fondre la neige. Et ça a regelé cette nuit. Donc ils viennent juste de passer. Je vais suivre ces traces, on va voir où elles nous mènent. Peut-être que le troupeau est juste derrière la montagne. Je vais voir si je les aperçois de là-haut. Tiens, on dirait qu'il y a aussi des coyotes qui suivent le troupeau. Ils ont laissé plein de traces. Pour traquer un troupeau, Nathaniel se met dans la tête des animaux, dont le seul et unique objectif est de survivre. Pendant l'hiver, les cerfs doivent affronter plein de menaces. Ils cherchent tout le temps de quoi manger. Ils économisent un maximum leur énergie au cas où ils croisent des prédateurs. En fait, tu dois penser comme l'animal. Si j'étais comme eux, où est-ce que j'irais à cette époque de l'année? Nathaniel est sur les traces d'un troupeau qu'il piste depuis plusieurs mois. Ça date de cette nuit. Ils sont passés par là. Il les a repérés il y a 2 jours à plusieurs kilomètres d'ici. Pour deviner le sens de leur déplacement, il a tenu compte de la direction du vent et de la présence des prédateurs. Car le troupeau vit en permanence avec le risque de se faire attaquer. Coyotes, pumas, loups, tous peuvent tuer un cerf en un instant. Je sais que le troupeau doit avancer face au vent, comme ça ils peuvent sentir tout ce qui vient de devant. Ils se méfient du moindre danger. Maintenant qu'il a retrouvé la piste du troupeau, il suffit à Nathaniel d'analyser la topographie des lieux pour localiser sa destination finale. On voit bien qu'ils sont passés par ici. Il y aura encore plus de traces là-haut sûrement. On les verra bien sur la neige. Dans ce genre de paysage avec des crêtes, ils ont toute l'herbe qu'il faut. À cette époque de l'année, c'est dur pour eux. Avec une neige aussi épaisse, ils ne peuvent pas la creuser, donc ils cherchent plutôt des terrains dégagés. La meilleure chance d'en trouver, c'est d'abord de trouver ces zones où de la neige a fondu et a été balayée par le vent, et où on voit de l'herbe. Donc on va les traquer par ici. Il y a un petit canyon, une autre pente sous le vent, donc il y a des chances pour que les animaux soient là. Je vais voir si je trouve d'autres traces. Mais il faut que je prenne un peu de hauteur. Je verrai mieux s'ils sont bien venus par ici hier soir. C'est excitant ce moment d'être si proche d'eux. Ils ont voyagé sur des distances immenses et maintenant ils sont juste là. On va rester sur ces crêtes, on va bien arriver à les trouver. Je sais aussi qu'ils recherchent le soleil pour se réchauffer. C'est pour ça que je cherche un lieu à la fois sûr, abrité et avec de la nourriture.
Nathaniel continue sa traque. C'est sûr, le troupeau doit être tout prêt. Pendant ce temps, à l'est du Montana, tout près du petit village de Moult, Henry se prépare à partir pour Great Falls, une ville située à 400 km du ranch, où aura lieu la dernière compétition de rodéo de la saison, la grande finale de l'État. Décisive pour savoir s'il gardera son titre de champion. Avant de prendre la route, Henry effectue les derniers préparatifs. Le plus important, s'assurer que ses chevaux soient dans les meilleures conditions pour voyager. Je prépare le couchage pour les chevaux pour que le sol soit pas trop dur pendant le voyage et pour garder leurs pieds bien au chaud. Henry concourt avec Ray Day pour le tie-down roping, où il attrape un jeune veau au lasso, et avec Rooster pour le steer wrestling, où il se jette sur un bouvillon pour s'en saisir à main nue. Chaque cheval a sa personnalité et ses propres qualités. Et tous les deux sont issus de l'élevage des Hollenbeck, réputés pour ses chevaux de rodéo exceptionnels qu'on s'arrache dans tout l'État. Un seul cheval de leur élevage se négocie à plus de 50 000 $ aux enchères. Au ranch, Henry élève en ce moment une quarantaine de chevaux de rodéo et il essaie d'en vendre chaque année au moins 2 sur le marché. Mais Ray Day et Rooster, eux, ne quitteront jamais le ranch. Pour Henry, ils sont bien plus que de simples montures. Le champion les considère comme ses partenaires. Ces 2 chevaux sont aussi importants que moi. Sans eux, je serais pas aussi rapide. Enlever la neige de leurs sabots, vérifier les fers. C'est pour ça que je prends vraiment soin d'eux. Faut qu'ils assurent autant que moi. Je vérifie qu'il y a bien 3 clous de chaque côté du fer. 1, 2, 3. Il y en a bien 3 de l'autre côté aussi. Faut être sûr qu'ils n'ont pas sauté. Ray Day a été élu meilleur cheval du Montana ces 2 dernières années. On est fiers parce qu'on l'a élevé. Et maintenant, c'est le meilleur cheval de l'État et j'ai la chance de le monter. Ray Day, c'est mon meilleur ami. J'enroule la jambe pour le soulager. Il est un peu vieux, alors je fais encore plus attention à lui. J'essaye de lui rendre le trajet le plus confortable possible. Pour Henry, le moindre détail compte. En hiver, les routes du Montana peuvent être très cahotteuses. Et un simple faux mouvement pendant le trajet pourrait entraîner une blessure pour Ray Day ou Rooster. Dans ce cas-là, Henry serait tout simplement obligé de déclarer forfait. Ces 2 chevaux font partie de la famille. En compétition, on les fait manger avant de manger nous-mêmes. On les fait boire avant nous. Ils passent toujours en premier. Sans eux, on serait pas là. C'est parti pour le rodéo. Pour cette dernière manche de la saison, c'est en famille que Henry, Sarah et Rhett vont se rendre à Great Falls. Avec cette météo et toute cette neige sur la route, il faudra sans doute plus de 6 heures pour arriver sur place. Mais pas de doute, que ce soit dans le pick-up ou dans le van, les Hollenbeck sont prêts pour la compétition. Pendant ce temps, dans la Beagle Valley, la propriété des Olsen est toujours sous la neige. Mais Scott et Suzy ne sont pas prêts de se mettre au chaud. La barre lumineuse du quad de Suzy s'est cassée pendant qu'elle rentrait le véhicule au garage. Faut que je le redresse un peu plus. Là, sur le support? Rentrer sans les phares, ça voudrait dire naviguer à la lampe torche, les portes ouvertes. Ça peut devenir une question de vie ou de mort. Alors, pas le choix. Ils doivent absolument réparer. Les 2 petites pattes de fixation qui maintiennent la barre lumineuse au toit sont cassées.
Et comme d'habitude, Scott et Suzy vont devoir régler le problème par leurs propres moyens. Quand tu vis loin de tout, t'as pas de quincaillerie. T'as pas de supermarché où tu peux aller chercher un écrou, un clou, un morceau de bois ou du métal sur un coup de tête. Tu peux pas non plus aller le commander sur Amazon. Quand un truc casse, tu le répares toi-même. C'est bon? Non, j'ai l'impression que j'arrive pas à visser avec ça. Ça marche pas? Peut-être que ça tourne dans le vide. Fais voir. Il faut une clé spéciale ou quoi? Ouais, c'est un écrou hexagonal. C'est bon, ça tourne. Même le projet le plus simple a ses imprévus. Mais le seul truc que tu peux dire, c'est « T'es sérieux, là ?» Heureusement, dans leur propriété, Scott et Suzy ont fait en sorte de pouvoir parer à toutes les situations. Ils disposent de leur propre forge. Scott peut l'utiliser pour fabriquer les objets dont ils ont besoin à partir de métal de récupération, comme le faisaient les Indiens avant lui. Les Indiens utilisaient des bouilloires en cuivre ou en laiton. Quand elles étaient usées, avec un trou dans le fond, au lieu de suivre l'exemple des hommes blancs qui jettent tout aux ordures, ils la découpaient pour faire des petits objets, des cuillères, tout ce qu'ils pouvaient, parce que le métal était rare à cette époque. Quand tu vis de manière autonome, t'apprends à tout utiliser. Tu gardes tout parce que tu sais que tu en auras peut-être besoin plus tard, pour autre chose. Scott va donc devoir transformer 2 petits morceaux de métal qu'il a trouvés dans son atelier en pâte de fixation pour la barre lumineuse du quad. C'est plus confortable que d'être dehors avec le vent. Oui. Ça fait la différence, hein. Ouais, le vent te gèle les mains. Mais là, ça va, je sens mieux mes doigts. T'es prête? Ok, ça a l'air d'aller. C'est assez serré? Ouais, je crois. La journée touche bientôt à sa fin dans la Big Hole Valley. Il faut espérer que la réparation de fortune de Scott va fonctionner. Pendant ce temps, tout près du petit village de Wilsall, la famille Arson est en pleine journée de vaccination. Toutes les femelles du troupeau qui vont donner naissance à un veau à la fin de l'hiver doivent y passer pour éviter de mettre en danger la vie de leurs petits. Mais vacciner plusieurs centaines de vaches en une seule journée n'est pas une partie de plaisir. Tout doit être fait pour réduire au maximum le stress subi par les animaux. Au cours de l'opération, chaque geste doit être effectué avec le maximum de précautions pour éviter tout risque d'accident. Travailler avec des vaches, c'est dangereux. Tu dois faire attention parce que si tu les effraies, tu peux vite te prendre un coup de sabot. Et ça fait pas du bien. Donc je fais très attention. Faut pas oublier qu'elles pèsent bien 600 kilos. Et moi, je suis pas aussi gros que ça. Même si à force, j'en suis pas si loin. Il y a des vaches qui sont enceintes de 7 ou 8 mois au moment de la vaccination. Et comme toute mère enceinte, le stress, l'exercice ou une chute pourrait conduire à un accouchement prématuré. Donc on fait très attention. Tout le monde se tait quand on rabat les vaches. Tout le monde regarde où il met les pieds pour ne pas faire de faux pas. Comme ça, les vaches restent calmes. Elles vont pas sauter la barrière. Et tout se passe bien. On sait tous que ça va prendre du temps. Celle-là, je l'ai eue. T'as eu les autres? Pas sûr, le vaccin a coulé un peu. Tu veux la refaire? Ouais, je vais rechercher une seringue. Parfois, ça demande plus de patience que prévu, mais la plupart du temps, ça va. Mais les Arson n'en sont pas à leur première journée de vaccination. Et dans le corral, tout s'organise à la perfection. À la fin de la journée, le travail est terminé.
les 500 vaches du troupeau sont vaccinées. Avant de rentrer chez lui pour un repos bien mérité, Ron se rend dans son endroit préféré du ranch. Un immense plateau qui surplombe la propriété. Ron y vient régulièrement seul, après une dure journée de travail. J'aime bien venir ici pour réfléchir. Marcher un peu, ça me fait du bien. Parce que là-bas, je suis toujours occupé. Là-bas, à 25 km, à vol d'oiseau, c'est là où mes grands-parents se sont établis quand ils sont arrivés de Norvège. Ils sont arrivés avec un peu d'argent de poche. Et ils ont acheté une petite terre au sud de Wilsall. Ils l'ont entretenue, et c'est grâce à eux qu'on est là. J'aime cet endroit. J'y ai grandi, c'est tout ce que j'ai connu. C'est une bonne terre avec de braves gens. C'est notre héritage. On est la 4e génération. On est parti de rien, des émigrés de Norvège, les poches vides. On a vraiment eu de la chance. Les temps sont durs pour les rancheurs de la région. À Wilsall, faire vivre sa famille en exploitant du bétail est de plus en plus difficile. Autour de la propriété des Harsen, plusieurs familles ont récemment vendu leurs terres pour récupérer un peu d'argent et partir à la ville. Mais Ron, lui, est bien décidé à garder son ranch, quoi qu'il en coûte. Et il a bien l'intention de transmettre à sa famille ce que ses ancêtres venus de Norvège lui ont donné. Pendant ce temps, à Canyon Mountain, Nathaniel Browning est toujours sur la trace d'un énorme troupeau de cerfs. Encore des traces fraîches. Il le piste depuis plusieurs mois dans les montagnes pour pouvoir retrouver sa trace dès l'ouverture de la prochaine saison de chasse. Il y a plein de cerfs qui viennent de passer par ici. Il y a des traces partout. Ça doit être un gros troupeau. Je vais peut-être réussir à les débusquer avant la nuit. Rien qu'en regardant les traces, je peux savoir depuis quand est passé le troupeau. Là, c'était clair, juste au toucher, ça datait de quelques heures, pas plus. Ils venaient juste de passer. La piste est de plus en plus chaude. Nathaniel va peut-être pouvoir repérer le troupeau en grimpant au sommet de la crête. Les cerfs sont là, juste derrière la colline. Juste au niveau de la crête. J'arrive pas à croire qu'ils m'aient pas repéré. Mais je suis vent de face, donc ils peuvent pas me sentir d'ici. Wow, il doit y avoir au moins 150 ou 200 animaux. Dans la plaine, là, et sous les arbres. Il y en a partout. Ça, c'est un gros troupeau, c'est top. C'est un super endroit. Je pense qu'ils sont descendus de la montagne pour se nourrir. Ils doivent venir ici souvent dans l'année et rester un peu là. Je parie que c'est là que naissent les jeunes au printemps. C'est un coin bien protégé avec plein d'herbes. En plus, il y a de l'eau aussi avec le ruisseau. C'est bien abrité grâce à la forêt. Il y a de la nourriture avec ces crêtes balayées par le vent. Oh, ça en fait des animaux. Ouais, c'est vraiment un gros troupeau. Ils sont tellement beaux. Je voulais pas me faire repérer parce que s'ils prennent peur et qu'ils se mettent à cavaler et à paniquer, ils vont s'épuiser. Et c'est pas du tout ce que je recherche, surtout à cette époque. C'est une saison très dure, l'hiver du Montana, et t'as besoin de toutes tes calories pour survivre. La mort n'est jamais loin pour ces animaux. Je veux pas leur rajouter du stress. Ils savent même pas que je suis là.
Donc je vais reculer avant qu'ils me repèrent. Nathaniel doit quitter discrètement les lieux sans se faire repérer par les animaux. Mais sa traque du jour est prometteuse. Il va pouvoir suivre les déplacements du troupeau au cours des prochaines semaines. Il sera prêt pour l'ouverture de la prochaine saison de chasse. Si je peux abattre un des cerfs de ce troupeau, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pendant ce temps, dans le nord du Montana, la famille Hollenbeck arrive dans la ville de Great Falls après plus de 6 heures de route. Henry doit y disputer la dernière épreuve du championnat de rodéo de l'année qui sera décisive pour le titre. Et il compte bien le remporter. Il a fait le trajet avec Sarah et Rhett, leur fils de 9 mois, qui va voir son père en compétition pour la première fois. En ville, c'est l'effervescence. Tout est prêt pour accueillir les plus grands champions de l'État et pour un grand week-end de rodéo. À peine arrivé, Henry n'a pas de temps à perdre. Le premier tour de la compétition aura lieu dans quelques heures. Quand j'arrive à Great Falls et que je sors mes chevaux, je suis déjà prêt dans ma tête. Ça commence dès le matin, au moment où je m'habille. Dès que je mets ma tenue de cow-boy, je suis prêt. Et même si je suis un peu un vétéran du rodéo, que je fais ça depuis longtemps, je stresse toujours un peu. Mais c'est un stress d'excitation et d'impatience. Pareil pour mes chevaux. Ils stressent, mais ils sont prêts à tout donner. Il y en a qui s'entraînent dans l'arène, là. Ça, c'est le Colisée. C'est là où on va. Ici, Henry est l'un des compétiteurs les plus respectés. Il est champion en titre et compte bien le rester encore cette saison. Ici, on l'appelle Monsieur le champion du Montana. Faut dire qu'il arrive à conserver son titre chaque année. Sarah, elle, ne connaissait rien au rodéo avant de rencontrer Henry. Native de Californie, elle a très vite compris qu'au Montana, le rodéo, c'est une véritable religion. Quand j'ai commencé à fréquenter Henry, je lui ai demandé « Tu pêches ?» Il m'a dit non. Ah ok, bon. Tu chasses? Il m'a répondu « Non, non, j'aime pas chasser. » D'accord, alors tu fais quoi pour t'amuser? Et là, il m'a dit « Je fais du rodéo. » Et là, j'ai dit « Quoi ?» Quand tu arrives au Montana, t'imagines pas qu'il y a autre chose à faire que pêcher ou chasser. Bon, ici c'est le Montana. Et le rodéo, ici c'est quelque chose. Pour Henry, les premières séances d'entraînement sont une bonne occasion pour jauger les animaux qu'il va devoir attraper. À quelques heures du premier tour, l'ambiance entre les concurrents est encore détendue. Tous s'affrontent toute l'année et ils se connaissent parfaitement. Le rodéo, c'est un peu comme une grande famille. On est comme des frères et sœurs qui s'engueulent un peu, mais qui s'aiment bien au fond, et qui s'aident quand ils en ont besoin. La compétition a lieu le soir. Et comme chaque fois pour Henry, le départ vers l'arène est un moment très spécial. Je vois plus grand-chose. Quand t'emmènes tes chevaux dans l'arène, il y a une dizaine de minutes de marche. Il fait noir. Et tu sais qu'au bout du chemin, tu vas sortir de la nuit et qu'il y a d'un coup plein de lumière, plein de gens. C'est un moment où tu penses à tout ce que tu as fait pour en arriver là. Tu te demandes pourquoi tu fais ça, pourquoi t'imposes ça à ton corps et à tes chevaux toute l'année. Tout ça pour en arriver à marcher sur ce chemin sombre et voir d'un coup la lumière. En général, il fait moins 30, mais t'as chaud. Tout le monde est là, ta famille, tes amis, des tas de gens heureux qui sont prêts à faire la fête, et tous,
Il te regarde. Dans les gradins, Sarah attend le passage d'Henri. Ce sera à lui de jouer dans quelques minutes. Et pour elle, ce sont peut-être les plus longues de toute la compétition. J'ai toujours peur qu'il se blesse. Il est à cheval dans un vrai rodéo, tu sais jamais. Et puis il a déjà échappé à pas mal d'accidents, donc je ne peux pas ne pas y penser. Mais il fait ça depuis qu'il est petit, donc... Henri, lui, est concentré. Le public le sait, c'est à lui de défendre son titre. Jusqu'à présent, sa saison s'est bien déroulée et il occupe la première place du championnat. Pour terminer une nouvelle fois en tête, il doit à présent finir le travail. Les gens savent de quoi je suis capable. Ça te met la pression de savoir qu'ils sont persuadés que tu vas réussir. Mais c'est pour ça aussi que je veux pas perdre. J'y vais en sachant ce que je dois faire. Je connais mon classement, je connais mon but. C'est gagner le titre de champion, toute catégorie. Dans quelques minutes, ce sera au tour d'Henri. Sa saison se jouera sur ces quelques secondes qu'il aura pour attraper le veau avec son lasso. Pendant ce temps, dans la Biggle Valley, Scott et Suzy doivent à présent vérifier si les deux pièces métalliques qu'ils ont fabriquées vont permettre de réparer la barre lumineuse du quad. S'ils ont échoué, Suzy ne pourra pas utiliser l'engin pendant l'absence de Scott. Elle sera bloquée chez elle pendant 2 semaines entières. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Je crois que c'est bon. Pour Scott et Suzy, c'est l'heure de vérité. Voilà. C'est revenu. Ça va? Ça a l'air solide? Ouais, bien solide. Et l'inclinaison a l'air bonne? Ouais, parfait. Et ça tient bien. Bien. La réparation est un succès. Mais comme souvent chez les Olsen, quand on croit avoir terminé, il y a encore quelque chose à faire. L'idée, c'est d'enlever la glace et de la mettre sur le côté. D'accord. Mais ça va être encore plus pentu qu'avant, non? Ça va aller. Avant de pouvoir enfin rentrer chez eux, Scott et Suzy doivent enlever la neige qui surélève le passage pour pouvoir mettre le quad au garage. T'as encore plus de glace ici, là où la neige a fondu. Ok, tu vois ce que je veux faire? Je suis pas très sûre. Tu veux me montrer encore une fois? Mais à force de devoir faire face aux situations les plus difficiles, J'y crois pas. Scott et Suzy arrivent à prendre les choses avec philosophie et une bonne dose d'humour. Regarde, t'en as laissé encore un peu ici. C'est ça, ouais. Uh-huh. Pour vivre ici tous les deux, on a intérêt à bien s'entendre. Il n'y a personne d'autre pour jouer, pour parler. Rien que nous. Mais on partage beaucoup. Nos épreuves, nos désirs, nos valeurs. Ça nous rapproche et ça renforce notre lien. On est plus fort que tout ce que la nature peut mettre sur notre chemin. Et quand on est dans une situation stressante, la meilleure arme, c'est l'humour. Les efforts de Scott et Suzy ont payé. Le quad ne va pas passer la nuit sous la neige. Mais ils vont devoir très bientôt régler ce problème de l'entrée du garage. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'à cause de la neige et de la forme du toit, ça fait des tas de neige épaisse à certains endroits. Au printemps, sur ma liste des choses à faire, je vais relever le toit de quelques centimètres pour éviter ce problème à nouveau. Ça fait du bien de savoir qu'on a les outils et le savoir-faire pour surpasser les obstacles. Cette réparation est peut-être pas la solution idéale, mais au moins elle fonctionne. Quand on arrive à régler nos problèmes tout seul, c'est une bonne journée, parce que ça nous évite de grosses galères. C'est sûr. Après 37 années de vie commune, Scott et Suzy forment un couple prêt à affronter toutes les épreuves que la nature dresse devant eux. Elle a des qualités que je n'ai pas. J'ai des atouts qu'elle n'a pas. Mais j'ai la chance qu'elle soit ma partenaire.
Elle est beaucoup plus que ma conjointe. Elle est ma meilleure amie, mon amoureuse, ma femme, la mère de mes enfants. Elle me complète et fait de moi un homme meilleur. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus quand on est quelqu'un d'un peu sauvage que d'avoir une femme qui elle aussi est sauvage? Elle est de loin la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Passe-moi la perceuse. Toi, tu vas passer la nuit dehors. La nuit va bientôt tomber sur la Big Hole Valley. Et après une longue journée passée sous la neige, Scott et Suzy vont enfin pouvoir aller se mettre au chaud. T'as entendu cet écho? J'espère que le feu s'est pas éteint.